Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce, dans ce super moment. On va passer un super moment, je vous le dis. Euh, voilà, avec Émilie Lefebvre de l'entreprise SAPL. Donc, je vous présente brièvement l'Institut des entreprises familiales de l'ESCA, sa vocation. C'est très simple, c'est rapprocher le monde des entreprises familiales du monde de l'enseignement, c'est-à-dire des étudiantes, des étudiants qui, sans le savoir, travailleront un jour dans des entreprises familiales qui peuplent un peu l'essentiel de notre patrimoine industriel, économique. Donc, rapprocher ces entreprises des étudiants et aussi faire se rencontrer le monde académique, hein, qu'on ne soit pas deux routes séparées, bien que parallèles, qu'on se rencontre, qu'on discute, qu'on échange, que moi j'apprenne et puis qu'on soit au courant le plus près possible de toutes ces problématiques que rencontrent ces repreneurs, ces fondateurs, ces fondatrices, ces repreneurs, cette génération montante, on dit évidemment la next gen, mais cette génération montante, tous les défis qu'elle rencontre. Donc l'Institut, c'est des rencontres. C'est des petits clubs aussi qui vont se former avec ces jeunes étudiants et étudiantes de l'ESCA qui voudront nous faire part de leurs interrogations, de leurs envies dans la suite de l'aventure familiale de leurs parents, de leurs grands-parents, de leurs arrière-grands-parents. Donc, on va mettre ça en place sur les différents campus pour ce plaisir de l'échange et pour renforcer les compétences de ces successeurs. Donc, ce soir, j'ai beaucoup de plaisir. Pourquoi ? J'en ai toujours, hein, quand j'invite des personnes, c'est parce que j'ai du plaisir de les rencontrer. Ça a commencé par un article de journal qui m'a tout de suite interrogé. Une armurerie, une jeune femme, une entreprise avec une belle histoire déjà, une histoire qui se perpétue. Et puis, j'ai contacté Émilie et puis, voilà, on a échangé et on s'est dit qu'il y avait tellement de matière pour vous intéresser ce soir. Donc, le principe est simple. Émilie ne va pas être lâchée en roue libre, mais on s'est dit qu'il y avait tellement de choses et si peu de temps. Donc, elle va commencer. On a prévu un petit canevas de questions qu'on ne respectera pas, évidemment, sur l'univers du produit, sur l'histoire, sur son histoire à elle, sur les défis. Il y a déjà plein de choses. Donc, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on accueillera vos questions. Mais auparavant, comme on est aussi dans un monde de l'écrit, mais aussi un monde de l'image, Émilie et ses services ont préparé un beau petit film qui retrace l'histoire. Et puis, grâce à Hotman, vous allez avoir accès à ça dans quelques secondes. Ça dure 4 minutes et ça vous donne un peu de big picture, ça vous donne un peu des clés pour comprendre cette aventure industrielle et aussi humaine. Hotman, c'est à toi. Est-ce que je coupe la lumière? Enfin, allez. On est bien peu de choses face à la technique. Allez, bon visionnement et à tout de suite.
Merci Otman. Merci Otman. Donc, je vous laisse en très bonne compagnie avec Émilie. Et puis, libre à vous pour la période des questions durant l'exposé. Et puis, à tout à l'heure. Merci. Émilie, c'est à toi. Oui, bienvenue à l'ESCA. Merci beaucoup, Vincent. Merci de l'invitation. Bonsoir à tous. Je pense qu'on va essayer de rendre la chose assez interactive. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser. Moi, je les vois sur l'écran. Au mieux que je pourrai, j'essaierai d'y répondre pendant que je vous raconte un petit peu mon histoire. Mais aussi, avant ça, il y a l'histoire de la SAPL, mais il y a l'histoire avant la SAPL. Puisque tout commence en 1924, vous l'avez vu sur la vidéo, qui est en fait une sorte de reconstitution historique de notre histoire. Mon arrière-grand-père, qui était donc armurier arquebusier, s'est installé à Évreux avec donc sa boutique où il faisait l'entretien, la réparation, la restauration des armes à feu, beaucoup donc armes de chasse. Puis, il donne naissance à mon grand-père, que vous avez vu sur la vidéo, sur la photo, la carte postale de son armurerie. On voit un petit enfant devant la vitrine, donc c'est mon grand-père, qui lui est un inventeur, c'est un géotrouve-tout. On lui remet dans les années 40 une brosse à dents en plastique lors d'une exposition universelle. Sauf que la plasturgie n'existe quasiment pas à l'époque, voire même pas du tout. Et ce géotrouve-tout, plutôt que se brosser les dents avec, surtout pas, va limer cette brosse à dents en copeaux. Il va faire fondre le plastique et couler la première douille en plastique au monde, puisque les douilles à l'époque étaient faites de carton. Voilà. Donc, personne ne sait que c'est une invention qui est française, qui est normande, aiglonne même, alors qu'en fait, elle était utilisée dans le monde entier. Voilà. Donc ça, c'est ce que vous avez vu sur la vidéo. Puis, mon père lui-même donc, devient armurier et a hérité de la même graine de géotrouve-tout. Lui va créer la première munition non létale au monde, donc la Gomcoin que vous avez également vu sur la vidéo tout à l'heure. Donc c'est une bille en caoutchouc dans une munition qui permet de pratiquer l'autodéfense sans risquer de tuer son agresseur, ce qui est quand même relativement mieux. Voilà, donc ça c'est l'histoire avant la SAPL. Donc mon père va créer en 1983 la SAPL, pour pouvoir fabriquer, commercialiser son invention. Voilà.
Donc, c'est une entreprise qui démarre avec grande difficulté, puisque au début, la France ne voit pas l'intérêt en fait d'un tel produit, parce que aller voir les ministères en leur disant « j'ai l'idée géniale d'une munition qui ne tue pas », c'est comme aller dans les cuisines de Bocuse et leur dire « j'ai l'idée super d'un couteau qui ne coupe pas ». C'est pas forcément bien accueilli à ce moment-là. Donc, les premiers marchés vont se faire à l'export, voilà, avec l'Afrique du Sud notamment. L'entreprise démarre. Bien sûr, mon père, à ce moment-là, a hypothéqué tout ce qu'il avait, la maison, presque même les enfants. Et en 1985, embargo sur l'Afrique du Sud, tout s'effondre, l'entreprise manque de mourir, on risque de tout perdre à ce moment-là. Moi, j'étais même pas née en fait. Je suis née en 87, donc j'étais même pas née, j'ai pas eu l'occasion de voir ça. Mais ça a été une histoire assez compliquée au début. Puis 1991, les marchés au Moyen-Orient démarrent, et là, c'est là où l'entreprise commence à prendre son souffle et à se lancer, tout simplement. Donc, de beaux marchés se développent à l'export. Puis la France commence à regarder un petit peu ce qui se passe dans cette petite entreprise normande en disant que finalement, c'est pas si mal leur produit. Donc, ils vont commencer à utiliser en France la gomme-cogne, les munitions et les armes. Puis plus tard vient l'invention du bouclier de maintien de l'ordre, qui est celui que vous voyez chaque fois que vous allumez la télé avec une manifestation. On voit un bouclier rectangulaire qui équipe les CRS, les gendarmes, mais aussi l'administration pénitentiaire, le ministère de la Défense, le ministère des Affaires étrangères pour les opérations de maintien de l'ordre à l'extérieur de nos frontières. Et l'export continue. Voilà. Donc l'entreprise est florissante, tout va bien dans le meilleur des mondes. Mon père commence à vouloir prendre un peu du recul parce qu'il a commencé très tôt, et il met au poste de président-directeur général mon prédécesseur. Et là, vous dites, mais Émilie, quand est-ce qu'elle arrive dans tout ça? Donc, je vais vous parler un petit peu de mon parcours. Pour moi, il n'était absolument pas question d'aller dans l'entreprise familiale. J'y ai fait quelques petites missions quand j'avais 14 ou 15 ans pour y travailler, pour gagner de l'argent de poche. Je continue à dire que c'était sous-payé d'ailleurs. Donc voilà, donc la SAPL, je n'en connaissais pas grand-chose. Là, je ne suis pas armurière, je ne suis pas technicienne, je ne suis pas militaire. Donc, j'étais vraiment à milieu de penser reprendre l'entreprise. Donc, je voulais être pilote de chasse. Voilà, je voulais être pilote de chasse puisque je suis pilote depuis l'âge de 15 ans. Et puis finalement, le rêve s'effondre. Je ne peux pas être pilote de chasse, donc je décide de partir à l'étranger, aux États-Unis, pour faire mes études, puisqu'avant ça, j'avais une expérience en Afrique du Sud pour apprendre l'anglais. Et là-bas, je décide de faire une école de commerce. Voilà, donc mes études m'emmènent là. Je ne savais pas très bien où je voulais aller, ce que je voulais faire. C'est parfois dur de savoir ce qu'on veut faire, même pendant qu'on fait nos études, en fait. C'est pas parce que j'étais en école de commerce que je savais que je voulais faire du commerce. Je rentre en France, je termine mes études, je démarre des expériences de commerce international dans la dermatocosmétologie. Et ça dure environ 2 ans. Ouais, 2 ans. Jusqu'à ce que mon père me demande une énième fois et me dit « Veux-tu reprendre l'entreprise ?» Il faut savoir que je suis la 3e d'une fratrie de 5. Pourquoi moi? J'en sais rien. Mon père m'a toujours demandé de reprendre l'entreprise. J'ai toujours dit non. Toujours. Et puis là, après quelques expériences ailleurs où je voulais vraiment pouvoir faire mon expérience, grandir en dehors de l'ombre du puissant chêne qui est mon père, donc j'ai fait des expériences ailleurs, j'ai vu le monde, j'ai appris un petit peu ce que c'était que le monde du travail. Et là, je me dis, ok, je vais le faire. Je vais reprendre la SAPL. Sauf que c'est une décision qui n'est absolument pas réfléchie, qui n'est absolument pas calculée, qui n'est absolument pas travaillée. Et quelque part, tant mieux, parce que quand on sait les aventures qui arrivent derrière, on se dit, valait mieux pas savoir ce qui allait se passer, parce que sinon, je pense que je ne l'aurais pas fait. Donc là, j'arrive dans une entreprise qui est en difficulté, mais ça ne couvre même pas, puisque rien ne va. Rien ne va dans l'entreprise. Les salariés sont en guerre entre eux et avec la direction. Il n'y a plus d'innovation. On produit, mais on est dans un petit atelier, pas forcément dans une usine, donc il n'y a pas de gestion économique de l'atelier. Moi, j'arrive là, vraiment, je ne sais pas par où commencer, puisque je n'ai absolument aucune expérience dans la gestion d'entreprise, dans la gestion du RH, du personnel. Vraiment, je ne sais pas faire tout ça.
Et l'entreprise, en fait, est en train de se casser la figure, puisque pendant 10 ans, elle n'a pas innové. Donc, quand on demande, souvent on demande, d'après vous, qu'est-ce qui fait que les entreprises peuvent se maintenir et se développer? Clairement, je vais répondre la recherche et le développement. C'est majeur. Le jour où on arrête d'innover, je pense qu'on signe l'arrêt de mort d'une entreprise. Et pourquoi une tradition d'innovation comme ça chez SAPL? Pourquoi elle s'était un peu mise en sommeil? C'est parce qu'avec le départ de mon père, qui était le dernier Géotrouve-Tout, est arrivé mon prédécesseur, qui lui était plus un gestionnaire, c'était plus de l'administratif, mais c'est pas quelqu'un qui a été vraiment sur le terrain, policier ou militaire. C'est pas quelqu'un qui faisait de l'ingénierie, donc voilà, il n'avait pas cette petite graine qu'avait mon père en fait, ou mon grand-père. Et l'entreprise vivait bien de ses inventions en fait. Voilà, c'était ce qu'on appelle en termes économiques la vache à lait. Voilà. Sauf que la vache à lait, pour ceux qui connaissent le principe, c'est que tôt ou tard, elle est amenée à ne plus fournir de lait. Et la survie de l'entreprise, c'est aussi ça, donc merci pour la transition, c'est de faire un plan stratégique pour savoir où est-ce qu'on va aller, anticiper où va-t-on aller lorsque la vache ne donnera plus de lait. Voilà. Mais ça, à ce moment-là, moi, je suis à milieu de tout ça, encore une fois. Et mon prédécesseur donc, va partir, va quitter l'entreprise qui est en grande difficulté. On n'a plus de trésorerie, on n'a plus d'innovation, on n'a que quelques clients, mais qui sont surtout étatiques. Et avec les États, on a des lois de programmation des budgets. Ça veut dire qu'ils commandent qu'à une certaine période de l'année. Et on arrive au mois d'octobre, mi-octobre 2018, où je ne sais absolument pas comment je vais payer les salaires au 30 octobre du même mois. Voilà. Donc, on se remet dans le contexte. Là, je suis jeune mère de 3 enfants. Je viens de donner naissance à mon 3e. Je suis vraiment perdue. Et là, première difficulté, les banques me disent on vous lâche. Voilà. Je dis les banques, mais on n'en avait qu'une. Historiquement, on était avec une banque depuis 30 ans qui nous dit que voilà, on est une entreprise dite sensible parce qu'on est dans l'armement et que donc, elles ne veulent plus de ce type d'entreprise dans leur portefeuille. Donc moi, je me dis à ce moment-là, je vais trouver une autre banque. Et sauf qu'en fait, donc je reçois ce courrier de la banque en question qui me dit, voilà, dans 3 mois, vous n'avez plus de compte en banque chez nous. Donc, vous devez aller chercher d'autres banques en leur disant, je vais avoir besoin d'un prêt de trésorerie parce que je suis au bord de la cessation de paiement, mais faites-moi confiance, faites-moi rentrer dans votre portefeuille client. Je vous assure, ça va bien se passer. Donc forcément, elle me claque toute la porte au nez. Donc j'ai vraiment fait toutes les banques françaises et c'est là que c'est un premier entraînement. Le fait d'aller voir les banquiers, de parler de son projet, de qui on est, etc., c'est un speech qu'on répète encore et encore. Donc ça commence à donner une certaine aisance dans la présentation d'entreprise. Mais ça ne suffit pas. Donc là, je commence à être vraiment en difficulté parce que si une entreprise n'a pas de compte en banque, elle ne peut pas travailler. Et une personne de la BPI de Caen, que je remercie encore aujourd'hui, me dit je connais peut-être un banquier à Saint-Lô au Crédit Mutuel, je vais lui poser la question. Donc ce banquier, en l'occurrence, on se rencontre, on discute, je lui parle de l'histoire d'entreprise que vous avez vue sur la vidéo, et je lui dis voilà, la même chose, j'ai besoin d'argent, 200 000 €, faites-moi confiance, ça va bien se passer. Oui, mais quel est votre plan stratégique? Il n'y en a pas. Quel est votre business plan? Il n'y en a pas encore. Mais vous, Émilie, c'est quoi vos origines, votre expérience? J'ai été commerciale export pendant deux expériences qui constituent moins de 2 ans. Très bien, mais vous avez travaillé avec votre père quand même? Non, il est parti avant que j'arrive. D'accord. Donc, en fait, j'avais vraiment rien pour moi. Et en plus, j'étais très jeune puisque j'avais 27 ou 28 ans. Et ce banquier-là a quand même été séduit par l'histoire de l'entreprise, celle que vous avez vue dans la vidéo. Il s'est dit, allez, je vais prendre le pari, je vais y aller, quoi. Sauf que, donc, il me fait ce prêt de trésorerie, donc in extremis, je paye mes salaires. Et ce qu'on ne vous dit pas, finalement, c'est que quand une entreprise est en difficulté, elle a des démarches à faire. Elle doit avoir le tribunal de commerce, il y a des démarches comme ça que je ne connaissais pas non plus, donc que je n'ai pas faites. Et heureusement qu'on a sauvé l'entreprise parce que sinon, j'aurais eu d'autres difficultés derrière. Voilà. Donc, pour autant, ce n'est pas la fin de l'histoire, puisque ce prêt de trésorerie ne va pas empêcher la continuité de la descente de l'entreprise. Voilà, on continue de se casser la figure. Donc là, il y a quelque chose à faire d'urgent partout. Voilà, je suis moi toute seule et je dois être partout. Donc, je prends avec moi un consultant en stratégie
qui s'appelle Jean-Pierre. Voilà, Jean-Pierre, il a 72 ans. Il a eu 1000 vies dans sa vie. Il a aidé beaucoup d'entreprises. Et il commence à me demander de parler de la boîte. Donc, je lui parle de la boîte, je lui parle de mon parcours, je lui explique toutes les difficultés de l'entreprise, le fait que je suis toute seule, que je n'ai pas de soutien, que je ne sais pas du tout ce que je fais là, que l'entreprise n'a pas d'argent ou peu, ou si, ça y est, elle a une dette de 200 000 € qu'il va falloir bientôt rembourser. Il me dit, mais qu'est-ce que tu veux, toi ? On ne m'avait jamais posé la question de vous. Et puis même moi, je ne m'étais jamais posé la question. Et donc, je commence à lui dire ce que j'aimerais moi, ce que j'aimerais faire de la boîte, ce que je pense qu'elle est capable de faire, là où je pense qu'elle est bonne. Donc, c'est une discussion qui va durer pendant quasiment 4 heures. Et à la fin de cette discussion, il me dit, bah, tu vois, tu viens de faire ton business plan sur 5 ans pendant cette discussion-là. Waouh! Et ben ça y est, le business plan va commencer à se mettre sur les rails. Voilà. Et ça, c'est un exercice qui est difficile, qu'on n'a pas forcément envie de faire parce qu'il est compliqué, il prend du temps. Mais il faut vraiment le faire déjà pour les banques parce qu'elles ne vous feront pas confiance si elles ont besoin. Leur langage, c'est les chiffres. C'est les chiffres, c'est la stratégie, c'est un calendrier. Donc, si vous ne le faites pas, vous aurez du mal à avoir la confiance de vos banquiers. Donc, déjà, on l'a fait. Et moi, ça me donne une idée claire du cap où je veux aller. Et je dois expliquer à mes salariés ça parce qu'ils ont vu que l'entreprise se cassait la figure. Ils ont vu que moi, j'arrive en disant allez, on va y aller. Oui, d'accord, Elini, mais on va où? On fait comment? Qu'est-ce qu'on va faire, etc. Donc, voilà, on a ce business plan et là commence une communication avec mon équipe parce que je dois leur expliquer où on va aller, comment on va y aller, pourquoi on doit y aller et je suis extrêmement transparente avec eux. Je leur dis que l'entreprise, elle a comme un cancer. On devrait pouvoir réussir à le guérir si on s'y met tous, mais que comme un cancer, il y aura une longue période derrière de guérison. Même quand on sera guéri, il y aura une convalescence à faire. Et l'entreprise, les salariés commencent à me faire confiance. Voilà, ça démarre comme ça, mais ça a été très long. Beaucoup d'explications, parce que là, je vous fais l'explication en 5 minutes, mais ce discours-là, je l'ai tenu plusieurs fois, encore et encore et encore pendant plusieurs années, jusqu'à ce que l'entreprise commence à redécoller. Donc là, on s'est attaqué d'abord au niveau de la production, sauf qu'à ce moment-là, j'ai un chef d'atelier qui est là depuis 30 ans. Et j'essaie de lui expliquer que voilà, notre bilan nous montre bien qu'on est en résultat négatif, qu'on a peu de chiffre d'affaires, mais surtout que le résultat est négatif. Ça veut dire qu'on ne gagne pas d'argent du tout, on en perd. Comme on est fabricant de tous les produits que l'on vend, la fuite vient forcément de l'atelier. Le chef de l'atelier le prend très mal. Il me dit, tu es en train de dire que je fais de la merde depuis 30 ans. Non, c'est pas du tout ce que je suis en train de te dire. Je suis en train de te dire qu'il y avait un modèle pendant 30 ans et qu'aujourd'hui, si on veut survivre, il faut changer. Ce discours-là, je vais le tenir pendant 2 ans. Je vais essayer, mais le changement n'est pas pour tout le monde. Quand vous avez des salariés qui sont là depuis de nombreuses années, tous n'acceptent pas le changement. Et lui, vraiment, il a freiné des cas de fer, comme on dit. Donc, pendant 2 ans, je me suis essoufflée à essayer de l'accompagner, y compris avec mon consultant, à essayer de lui expliquer comment on allait faire, donner des supports, etc. Mais la mayonnaise n'a pas pris, donc il faut se séparer de ce salarié-là. Et en France, se séparer d'un salarié qui a passé les 50 ans et qui a 30 ans d'expérience dans la maison, les prud'hommes, ils n'aiment pas bien. Donc là, on a un vrai risque considérable de plus de 200 000 € de prud'hommes, alors qu'on est déjà en résultat négatif. Donc, cette personne-là va se mettre en arrêt de travail pendant plusieurs mois. Et là, on va réorganiser l'entreprise avec les jeunes salariés, en fait, les jeunes recrues de la production. Ils vont dire, bah oui, on pense savoir comment organiser la prod, donc on va le faire. Et ils y arrivent. Alors, en mode gestion de crise, mais ils y arrivent. C'est-à-dire que la production repart. Ils commencent à réorganiser l'atelier en disant, bah oui, ce serait plus simple que tel poste de production soit ici, que celui-là soit là. Ce serait plus logique. Donc, c'est ce qu'ils vont faire. L'histoire passe, j'arrive à m'entendre avec mon ex-chef d'atelier sur une rupture conventionnelle qui va coûter presque aussi cher que le prud'homme. Et là, vous dites, c'est dur de lâcher le chèque. Parce que, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'euros dans la cagnotte. Et là, un chèque à 6 chiffres, ça fait mal. Voilà. Mais c'était nécessaire. C'était un sacrifice nécessaire pour avancer. Et moi, aujourd'hui, je le vois comme un investissement. J'ai réembauché une nouvelle personne que je n'ai pas nommée chef d'atelier, mais responsable de production. Il fait plus ou moins la même chose au même endroit, mais avec des compétences. Et là, ça a tout changé. Donc, on a complètement réorganisé la production. On a continué ce dialogue avec les salariés pour leur expliquer comment on allait le faire, mais surtout qu'eux allaient le faire. Ils faisaient partie de ce changement dont l'entreprise avait cruellement besoin.
et que leur travail allait contribuer à la renaissance de l'entreprise. Et ça les a motivés parce qu'ils ont compris qu'on ne leur demandait pas juste de ramer au milieu de la Méditerranée en leur disant « vas-y, va devant, tu t'occupes pas, tu rames, ça avancera ». Non, on leur a expliqué pourquoi, comment, et qu'ils avaient un rôle à jouer, et surtout qu'ils pouvaient donner des idées. Voilà. C'est pas parce qu'une personne est dans tel département qu'elle ne peut pas donner une idée sur un autre département. Au contraire, c'est un œil frais. Donc, c'est très intéressant. Donc, il y a cette confiance qui se met en place dans l'équipe et on commence à reconstruire la production. Et là, on commence à récupérer de la rentabilité. Arrivent les gilets jaunes. Et pour nous, c'est une bénédiction parce que ça veut dire qu'il y a, je sens que je vais créer des difficultés en disant ça, mais il y a beaucoup de commandes de boucliers qui arrivent. Et là, c'est le moment de mettre en action, de voir si ce qu'on a commencé à faire au niveau de la production fonctionne. Et ça fonctionne puisqu'on commence de nouveau à être rentable. On a tout revu dans ce bouclier, on a absolument tout revu, mais pas seulement dans la pièce elle-même, que je n'ai pas ici avec moi aujourd'hui, mais dans l'atelier lui-même. Voilà, on a vraiment tout transformé. On a jeté beaucoup de choses aussi. Il a fallu regarder un peu dans les étagères et faire ce qu'on appelle du 5S, donc c'est-à-dire ranger l'atelier, virer tout ce qui n'avait plus besoin d'être là, tout ce qu'on pourrait dire même limite de la cochonnerie pour certaines choses, mais donc beaucoup d'allers-retours à la déchetterie, parce que du coup maintenant on a un atelier qui est clair, qui est rangé, que l'on peut réorganiser et dans lesquels les salariés en fait se retrouvent, parce que c'est eux qui l'ont rangé, donc ça devient leur atelier. Et ça, il ne faut surtout pas le sous-estimer parce que ça a vraiment fait la différence. Voilà. Donc ça, c'est pour la production. Donc il faut aussi s'attaquer aux finances, redonner confiance aux banques. Donc là, négocier des autorisations de découvert, il faut négocier des traites à l'escompte, il faut les tenir informés. Et ça, c'est vraiment un conseil que je donne à toutes les personnes qui se lancent. Nous, on a un tableau de bord pilotage. Donc c'est un document qu'on a créé en interne avec Maraf, dans lequel on voit tout l'argent qui rentre, tout l'argent qui sort, mais en temps réel quasiment. Voilà. Et ce document, je le transmets toutes les semaines à mon banquier. Il le lit pas, mais au moins il voit qu'en toute transparence, je lui transmets mes informations sur la santé court terme de l'entreprise et que je suis capable de voir quand est-ce qu'un découvert va arriver, combien de temps il va durer et quel est le marché qui va faire que finalement il va se tarir ce découvert. Et donc là, j'ai une confiance aujourd'hui avec mes banquiers parce qu'ils savent que je leur dis tout, le bon comme le mauvais. Heureusement, il n'y a plus de découvert et la rentabilité a permis d'avoir un matelas de trésorerie intéressant. Pour autant, les challenges ne sont pas terminés puisqu'il faut relancer le commercial. On est une équipe de seulement 16 personnes. Quand j'ai repris l'entreprise, on était à 9 personnes et à 1,9 million de chiffre d'affaires, donc avec un résultat négatif dont j'ai perdu les chiffres. Donc, je me mets à embaucher. J'ai embauché donc mon chef de production, j'ai embauché un dessinateur industriel pour relancer la R&D et j'ai embauché un armurier qui a donc vraiment la technique, le savoir-faire de l'armurerie, des armes, des munitions, etc. Et donc, à eux deux, ils constituent notre bureau d'études. Donc voilà, souvent, quand je parle à mes clients de mon bureau d'études, je dis rarement qu'ils sont deux. Je parle du département recherche et développement à 2 personnes. Voilà. Et on relance des nouveaux produits parce qu'on n'a pas innové depuis plus de 10 ans. Ça veut dire que ça fait plus de 10 ans qu'on propose les mêmes produits constamment. À tel point que sur les salons, les clients viennent nous voir, mais ils ne nous demandent plus « Qu'est-ce qu'il y a de nouveau chez SAPL ?» Non, parce qu'on a l'habitude que SAPL n'innove plus. Voilà. Et ça aussi, c'est un problème. Heureusement, mon père a créé des produits qui sont tellement utiles, qui sont presque incontournables aujourd'hui. C'est ce qui a sauvé l'entreprise. Sinon, elle aurait certainement disparu depuis très longtemps. Voilà. Donc, on recrée des produits avec ces gens-là et il faut les commercialiser. Donc là, je commence à remontrer l'image de l'entreprise. Donc, je me rends dans les réunions des ministères. Je me rends à chaque petit déjeuner qu'ils organisent sur des différentes thématiques. On se met à exposer sur beaucoup plus de salons. Sauf que là, il faut que je me fasse connaître. Et j'avais 2 choix quand j'ai repris l'entreprise. J'avais le choix de prendre le réseau de mon père, mais j'aurais été la fille de Jean-Pascal, ou je pouvais faire mon propre réseau, qui aurait été beaucoup plus long. Mais c'est ce que j'ai choisi de faire parce que ce réseau, du coup, allait m'appartenir, être vraiment à moi. C'est le réseau de Émilie. Et donc, les premières réunions où je me rends au ministère de l'Intérieur, on me dit « Mademoiselle, s'il vous plaît, peut-on avoir un café ?» Voilà, ça, c'est ma première expérience. La deuxième, je suis montée en grade, on m'a demandé de mettre un manteau au vestiaire.
Voilà, parce qu'une jeune femme de 27, 28 ans à l'époque, dans ce milieu-là, c'est quand même extrêmement rare. Aujourd'hui, de moins en moins, et j'en suis ravie. Mais voilà, il a fallu faire sa place. Et c'est quand on commence à parler un petit peu technique, à manipuler une arme devant eux, que tout d'un coup, ils se disent, bon, d'accord, la petite, finalement, elle en connaît un petit peu. Voilà. Mais tout ça, ça s'est appris sur le tas. Ça s'est appris en discutant avec mes collaborateurs, il faut, je crois sincèrement, quand on est chef d'entreprise, qu'il faut avoir une curiosité de tout. Et moi, j'ai la chance d'avoir cette graine de curiosité. Tout m'intéresse, vraiment tous les sujets. Que ce soit quelqu'un qui m'explique comment on fait une progression de nuit en milieu hostile ou qu'on m'explique comment on va faire l'usinage d'un bouchon de silencieux. Voilà, tout m'intéresse. Et c'est comme ça que j'ai créé ma connaissance, en plus en manipulant, en m'inscrivant au stand de tir pour apprendre à tirer. Pas trop mauvaise en plus. Donc voilà, donc il faut sincèrement s'intéresser à tout, écouter toutes les expériences. On en retient ce qu'on veut, mais il faut les écouter, c'est vraiment important. Et c'est ce qui a fait que j'ai commencé à faire ma place au ministère de l'Intérieur, avec également ma personnalité aussi. Voilà, j'aime beaucoup rire, donc souvent on se souvient de moi. On me demande souvent, être une femme dans ce milieu, est-ce que c'est pas un peu difficile? Alors je sais que ce serait vendeur que je dise, ah si, ça a été l'enfer. Mais en fait, j'en ai fait une force. J'en ai fait une force parce que, justement, une jeune femme dans ce milieu-là, c'était pas courant. Et donc, on se souviendrait de moi. Donc, j'ai fait en sorte qu'on se souvienne de moi et effectivement, on s'est souvenu de moi. Voilà, donc c'est plutôt une force d'être dans ce milieu-là. Donc, comme je disais tout à l'heure, on relance la production. Donc, on relance la R&D, donc on crée des nouveaux produits pour mettre en production. Mais ces produits, il faut les commercialiser. Donc, c'est là que c'était intéressant justement de se faire connaître auprès du ministère de l'Intérieur, notamment puisque c'est notre client principal, pour leur montrer nos nouveautés. Mais il faut aussi relancer l'export. On a la chance que la SAPL soit en Normandie, puisque cette région a vraiment un système de subvention qui est très généreux sur différents domaines, l'investissement, l'export, etc. Donc, nous, on a fait une demande d'impulsion export qui nous a permis d'avoir une subvention nous permettant d'aller porter nos produits à l'export. Donc, c'est-à-dire faire des salons, faire la publicité, il ne faut pas sous-estimer, mais faire un catalogue, ça coûte de l'argent, du temps et de l'argent. Un site internet que l'on traduit en plusieurs langues, des affiches, des goodies, voilà, tout ça, c'est de l'investissement, mais il faut le faire, il faut le faire. Et donc, on a commencé à refaire des salons en Côte d'Ivoire, au Qatar, donc à Paris, bien sûr. Prochainement, on sera au mois de mai à Singapour. Donc voilà, se remontrer à l'étranger, puisqu'on ne peut pas que compter sur le marché français. Aujourd'hui, ça a été c'est encore un peu un problème, mais qu'on arrive à ressortir, dont on arrive à sortir, c'est qu'on a été longtemps dépendant d'un produit et d'un client. Le jour où le produit, la vache à lait, ne donne plus de lait, bim, tout s'effondre. Le jour où votre client décide d'aller voir la concurrence, tout s'effondre. Donc, on a un danger qui est imminent, une épée de Damoclès au-dessus de la tête qui est constante. Donc, autant dire que je ne dors pas très bien la nuit à cette époque-là. Et donc, voilà pourquoi l'urgence de relancer la R&D à ce moment-là et de créer des nouveaux produits et d'aller les commercialiser. Donc, j'ai continué de constituer mon équipe. J'ai embauché à ce moment-là une nouvelle comptable qui est devenue une RAF, qui est retournée à l'école pour apprendre à en savoir plus, pour qu'elle devienne en fait mon bras droit, puisque petite équipe fait que je suis la seule à faire le commerce à l'export, à faire une partie de la R&D avec mon équipe, la communication, le marketing, la gestion, bien entendu, une partie du RH. Donc voilà, il y a besoin d'aide parce que les nuits et les week-ends ne suffisent plus. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir une équipe qui est extrêmement compétente. Il me reste 3 personnes de la période d'avant, mais qui sont des périodes extrêmement loyales, fidèles et qui n'ont pas peur du changement. Et l'équipe actuelle, elle est jeune, mais pas que, parce que j'ai embauché des personnes de 18 ans et des personnes de 58 ans. Voilà, et plus différentes strates d'âge entre ces deux-là. Mais cette équipe, elle est ma force parce que je l'ai choisie. Je l'ai embauchée avec mes coups de cœur, avec voilà, beaucoup d'instinct, parce que le RH, je détestais ça, je pensais être très mauvaise. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais pas trop mal, notamment dans la recherche de talent. Voilà. Souvent, je regarde le CV parce que, bon, c'est sûr que je ne vais pas embaucher un boucher pour faire de la production, pour être opérateur de production ou pour être comptable. Donc, il faut quand même regarder le CV, mais je le regarde 3 minutes
Je regarde le bas du CV, les centres d'intérêt, et je commence à questionner les personnes là-dessus. Je peux être parfois invasive dans mes questions, mais c'est encore une fois de la curiosité naturelle, et ces personnes-là, en fait, vont se livrer. Ne sous-estimez pas votre CV, s'il vous plaît, parce qu'on en reçoit beaucoup. Moi, un CV où il y a plein de pavés en noir et blanc, sincèrement, je ne le regarde pas. Dès qu'il y a un petit peu de couleur, dès qu'il y a un petit peu d'imagination dans l'organisation des sections, là, on commence à se dire, voilà, c'est quelqu'un qui a travaillé dessus et qui est un petit peu créatif. Et les centres d'intérêt, de mettre j'aime la cuisine, les voyages, la photographie, c'est très bien. Mais vous mettez à peu près tout ça. Donc, quand on voit dans les centres d'intérêt, par exemple, mon armurier, je l'ai pris en entretien parce qu'il avait marqué qu'il était aficionados des cigares. On n'en a rien à faire. Mais le fait qu'il le mette et qu'il l'assume, ça montre un petit peu sa personnalité un petit peu farfelue. Et moi, je cherchais un fou dingo comme moi pour faire la R&D, pour faire l'armurerie. Et donc, c'est cette petite phrase qui a fait qu'il a gagné son ticket en entretien avec nous. Et finalement, on a parlé bien sûr un peu de son parcours professionnel, de ses études, mais ça a représenté un quart de l'entretien. Tout le reste, c'était sur lui, sur sa personnalité, sur ses passions, ce qu'il fait vibrer quand il se lève le matin. Sur les questions qu'il avait sur l'entreprise. Pareil, ne nous récitez pas le site internet de l'entreprise, on le connaît, on l'a rédigé nous-mêmes. Montrez que les points de l'entreprise qui vous intéressent, mais ne cherchez pas à montrer que vous avez lu le site internet. Voilà, il faut sincèrement rester authentique et naturel et de parler ce qui vous a plu dans l'histoire d'entreprise que vous cherchez à rejoindre. Voilà les petits conseils RH au passage. Voilà, donc tous mes entretiens, je les ai faits comme ça. Et j'ai eu seulement un échec sur à peu près la dizaine de personnes que j'ai embauchées. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. Et aujourd'hui, voilà, j'ai une équipe qui est vraiment... c'est un rock. C'est un rock. Je compte sur eux. J'ai même pas appris à leur faire confiance puisque je les ai embauchés justement parce que je pensais pouvoir leur faire confiance. Donc, je leur ai donné de l'autonomie, de la responsabilité. Je leur ai expliqué que moi, j'ai cette limite gauche, cette limite droite pour eux. Voilà, c'est leur poste. Et dans cette limite, ils sont libres d'aller comme ils veulent. C'est à eux de créer leur poste. Ce qui les a rendus sincèrement très autonomes. Et est arrivée la crise sanitaire, le Covid. Et donc avec le confinement où je dois être une semaine sur 2 absente du bureau puisque je m'occupe de mes enfants à ce moment-là qui n'ont plus d'école. Donc là, c'est le baptême du feu. Est-ce que l'entreprise va réussir à se passer de moi une semaine sur 2 pendant tout le temps du confinement? Et en fait, ça s'est très bien passé. Chaque fois que je revenais au bureau, quels étaient les problèmes, chers collègues? Aucun. On n'a pas eu besoin de toi. J'aurais dû me vexer, mais en fait, j'étais super contente. J'étais super contente. Ça veut dire que l'entreprise est capable de tourner sans moi. Parce qu'à mon sens, il n'y a rien de pire qu'une entreprise où tout doit passer par le chef, par le chef d'entreprise. C'est-à-dire, ah ben non, attendez, je ne peux pas vous répondre parce qu'il faut que je demande à mon chef. Ça fait qu'on devient lent, on n'est pas réactif. Le train passe et les opportunités aussi. Voilà. Donc moi, aujourd'hui, les gens, nos clients, nos fournisseurs savent exactement à qui s'adresser et ces personnes-là peuvent prendre des décisions. S'ils sont perdus, bien sûr, je suis là, je les aide, je les accompagne, ils le savent. Et s'ils se plantent, je ne suis pas là en train de les attendre avec le bâton. On analyse ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, comment faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Donc, c'est de l'amélioration continue, finalement. Voilà. Et là, pas très longtemps, j'ai été absente même 3 semaines d'affilée de par mes déplacements, etc. L'entreprise a très bien tourné sans difficulté. Et aujourd'hui, on a Teams, on a WhatsApp, on a les mails, donc on arrive quand même à fonctionner en distance. Pour autant, je ne délaisse pas complètement mon bureau parce que c'est très important qu'ils me voient de temps en temps et que même moi, on peut vite perdre le fil de l'opérationnel si on délègue trop. Donc, il faut pouvoir être là et leur montrer aussi qu'on est là pour eux. Voilà. Donc aujourd'hui, je vous disais, quand j'ai repris l'entreprise, 1,9 million de chiffre d'affaires, résultat négatif, 9 personnes, 9 salariés. On est à 17 personnes. On est passé à 3,8 millions de chiffre d'affaires. On a gagné plus d'1,2 million sur un an, sur le dernier exercice. Et on est passé d'un EBE de moins 0,35% à plus quasiment 17% en un an. C'est énorme, c'est énorme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est le BE. C'est ce que les banques regardent. C'est avec ça qu'on évalue la valeur de votre entreprise, 3 ou 4 fois le BE. Les banques regardent ça puisque c'est ce qui leur permet de savoir si vous êtes capable de payer vos dettes et si vous êtes capable de vous financer vos projets, en fait, votre R&D, vos machines. Voilà, le BE, c'est le nerf de la guerre. Ça veut dire quoi, les 3 lettres? Excédent brut d'exploitation. C'était un piège?
Voilà. Donc la partie comptable, c'est pareil, je la détestais, mais à force, chaque année, voilà, on valide son bilan, on le décortique avec l'expert comptable, on pose tout un tas de questions, et il faut apprendre. Il ne faut pas... Une règle que j'ai apprise, il y en a plusieurs, elles sont nombreuses, mais une des autres règles que j'ai apprises, c'est de ne pas déléguer la connaissance aux autres. C'est-à-dire, j'aurais pu me dire, j'ai un expert comptable, il va me donner mon bilan, je vais le signer, basta, je passe à autre chose. Non. Le fait de poser constamment des questions, ça évite déjà de vous faire avoir. Pas forcément dans le domaine d'expert comptable, mais un contrat d'assurance. Lisez les termes, lisez absolument tout, parce que des fois, vous ne savez pas ce que vous signez. Quand moi, j'ai repris l'entreprise, on n'avait pas de perte d'exploitation sur les contrats d'assurance. La perte d'exploitation, c'est ce qui fait que si demain, vous avez une avarie dans l'entreprise qui vous empêche de produire, qui vous empêche de faire du chiffre d'affaires, la perte d'exploitation va prendre le relais et va vous verser tous les mois ce que vous auriez dû avoir si l'entreprise n'avait pas eu son problème. Donc, ça vous laisse le temps, vous, de remonter sur le cheval et de réinvestir, de reconstruire l'entreprise que vous avez perdue. Donc voilà, parce qu'on n'a pas questionné avant moi, parce qu'on ne s'est pas demandé, on n'a pas été curieux, on a trop fait confiance, et bien finalement, il nous manquait des choses et les conséquences auraient pu être gravissimes. Donc, il faut questionner son expert comptable, il faut essayer de comprendre ce qu'est un bilan, ce qu'il veut dire déjà parce que votre gestion, elle sera bien meilleure. Ça ne veut pas dire qu'il faut que vous deveniez expert comptable vous-même, mais ça veut simplement dire que vous saurez comment piloter votre entreprise. Quand je l'ai repris, je vous parlais des assurances, j'ai résilié toutes les assurances avec l'ancien assureur. J'ai trouvé un autre assureur, on a passé des heures, et pendant des heures, il m'expliquait chaque contrat, chaque ligne, chaque terme, ce que ça voulait dire. Comme ça, j'ai pu prendre un contrat d'assurance qui correspondait à l'entreprise et à ses besoins et à ses moyens, pour éviter qu'on vous survende quelque chose, ou au contraire, qu'on oublie quelque chose d'ultra important, comme la perte d'exploitation. Voilà, ça fait partie de ces leçons-là que j'ai appris, qui auraient pu s'apprendre en grande difficulté. Que vous dire d'autre sur l'entreprise? Je ne sais pas si vous avez des questions, j'en vois pas sur le chat pour le moment. Donc voilà, aujourd'hui on a tout reconstruit. Il y a encore beaucoup de travail, mais on est passé sur chaque département. Il n'y a pas un département qu'on n'a pas revu. Et enfin, l'entreprise commence à regagner de la rentabilité. Les réseaux sociaux, on n'en a pas parlé, les réseaux sociaux, mais le fait de communiquer sur LinkedIn, c'est d'ailleurs pour ça que je suis là aujourd'hui, grâce à ça que je suis là aujourd'hui, ça a permis de remontrer un dynamisme de l'entreprise. C'était plus l'entreprise qui n'invente plus, l'entreprise en perte de vitesse et dont le nom est recouvert par la poussière. Ça a permis de communiquer, de remontrer qui on était. Quelle est la part dans ton portefeuille de clients que tu as et que tu vois avec les donneurs d'ordre institutionnels en France? Vers quoi tu veux aller dans les prochaines années au niveau mix avec finalement le grand export? Ce portefeuille-là, il n'a pas arrêté d'évoluer puisque à l'époque de mon père, on était probablement à 70-80% d'export, à 30% au niveau du chiffre d'affaires France. Avec mon prédécesseur, l'export s'est cassé la figure, puisqu'il partait du principe que comme on avait une réputation et qu'on était déjà implanté là-bas, il n'y avait pas besoin de se déplacer. Sauf que les pays avec lesquels on travaille, Moyen-Orient, Afrique, pays du Maghreb, voilà, sont des pays où il se passe beaucoup de choses et où on vous oublie très vite. Donc la part est tombée à 0% quand j'ai repris. Donc, c'est pour ça qu'il a fallu le reconstruire et repartir de zéro. Sachant que sur la partie France, on a 2 casquettes. On vend toujours nos produits d'armurerie, donc les silencieux, les plaques anti-recul, nos armes et munitions gomme-cogne. Et on vend, donc ça c'est hérité de notre histoire, et on vend donc aux États. Voilà. Cette part-là, au niveau, donc ce qu'on va appeler le marché des armuriers, elle est à peu près régulière. Aujourd'hui, avec ce qui s'est passé avec les gilets jaunes, où là, les commandes, elles ont vraiment explosé en matière de boucliers, on est passé sur un chiffre d'affaires étatique France à 70%. Voilà, avec 20% des armuriers, 10% à l'export. Et ensuite, comme j'ai commencé à retravailler sur l'export, on est monté à 20, puis 30% au niveau de l'export. Voilà. Et l'export, c'est assez compliqué parce qu'il ne suffit pas de se lever un matin en disant « tiens, je vais faire de l'export ». C'est quelque chose qu'il faut pareil, qui ait sa propre stratégie dans la stratégie. Il
il ne faut pas se planter, il faut chercher ses cibles. Et en ça, il y a la Team France Export, la CCI, Business France, BPI France, tout ça qui peuvent vous aider. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec eux là-dessus pour identifier mes cibles et avoir donc des financements. Et en moyenne, quand on commence à cibler un pays pour travailler avec, il se passe entre 2 et 3 ans avant que ça se concrétise par une commande, si ça doit se concrétiser par une commande. Et donc, l'exemple le plus parlant que j'ai, c'est le Qatar, puisque nos boucliers vont équiper les forces de sécurité du Qatar pour la Coupe du Monde de foot. Et j'ai mis 3 ans avec mon agent à travailler sur ce dossier pour qu'il aboutisse. Voilà. Donc, le fait d'être arrivé à 20-30% d'export, en fait, c'est juste énorme en si peu de temps. Voilà. Et donc, on gagne des nouveaux clients un petit peu chaque jour par la notoriété, par les nouveaux produits qu'on crée, puisque là, on vient de breveter un nouveau produit. C'est un peu le souci dans les entreprises familiales, c'est que vous avez un grand-père qui a fait une invention qui a bouleversé le monde de l'armurerie, mais sur la planète entière. Vous avez un père qui invente le principe de non-létalité. Donc, on vous dit à vous, et toi, Émilie, qu'est-ce que tu vas faire ? Et donc, je suis contente puisqu'en 2020, on a inventé donc une carabine qui est faite en enroulement filamentaire de carbone, donc qui est beaucoup plus légère que ses concurrentes, qui a beaucoup plus de précision. Voilà. C'est vraiment un très bon produit qui s'appelle l'adamantium. Pour ceux qui connaissent Marvel, ça devrait leur donner... Voilà, ils devraient reconnaître le nom. Et ce produit-là, on est allé le présenter à Nuremberg il y a 2 semaines sur un salon qui est plutôt européen en termes d'envergure. Et donc, ça a permis plusieurs choses, de montrer les nouveaux produits, les inventions. Donc, les gens nous ont montré que oui, c'était une super invention et qu'ils souhaitaient la distribuer. Donc, on a trouvé des distributeurs. On a retrouvé des clients qui commandaient plus chez nous et qui nous ont dit vous vous remettez à innover, c'est bien. Une entreprise, vous faites tout ça en France, c'est super. On revient. Voilà, donc on a récupéré aussi des clients. Ça nous a permis de recréer une notoriété. Et donc là, le plan commercial, marketing va démarrer, va prendre de l'ampleur, puisque chaque année, on présentera nos nouveautés lors de ce salon-là. Voilà. Et donc, on va embaucher une alternante qui va nous aider à créer cette stratégie marketing dans le but de vendre. Voilà, ça, c'est la nouvelle étape. Pendant 2 ans, je me suis attaquée à tout ce qui était production et RH. Maintenant que cette partie-là est, on va dire, quasiment terminée, parce qu'on n'a jamais terminé. Celui qui dit qu'il a fini, faut qu'il passe à autre chose. Il faut qu'il aille vendre des carottes ailleurs, parce qu'on n'a jamais terminé d'évoluer et de faire évoluer son entreprise. Donc, on va dire que le plus dur est passé sur cette partie-là. Et donc, maintenant, on s'attaque sur vraiment la partie commerciale. C'est-à-dire que maintenant qu'on a redressé les finances, qu'on a une gestion qui est propre, qui génère des fonds, du chiffre d'affaires, mais donc du résultat net, maintenant, il faut aller vendre les produits pour créer encore plus de croissance et pouvoir investir. Voilà, puisque quand on était donc au bord de la cessation de paiement il y a quelques années, donc c'était en 2018, il me semble, on n'avait pas d'espoir possible quant au fait d'investir. Et finalement, on a pris les choses très vite, on a grandi très vite. Et l'année dernière, on a pu allouer un budget de plus de 300 000 € d'investissement dans une petite boîte telle que la nôtre. Et ça, c'est super parce qu'on a pu faire venir de nouvelles machines, des nouveaux savoir-faire, embaucher des personnes. Voilà, donc on est vraiment dans, comme porte le nom, le plan France Relance, on est vraiment dans une relance de l'entreprise. Voilà, donc pour répondre sur la question du portefeuille, le portefeuille continue à évoluer au fur et à mesure finalement qu'on investit et au fur et à mesure qu'on se déplace à l'étranger pour se faire connaître, parce qu'il ne faut absolument pas qu'on reste collé à notre vache à lait. Et j'imagine que dans tes déplacements, c'est important pour les clients de voir l'arrière-petite-fille du fondateur. Ça a un impact, ça aussi ? Il y a certains pays pour qui, oui, l'idée de la transmission filiale est importante et intéressante. Et ces pays, beaucoup sont le Moyen-Orient. Le Moyen-Orient, ils apprécient que le L de SAPL soit Lefebvre et que j'ai ce même nom de famille. Et beaucoup me disent, mais c'est pas dur pour toi le Moyen-Orient en tant que femme d'aller là-bas ? Non, j'ai jamais eu besoin de porter un voile. J'ai eu 2 fois, des personnes qui ont refusé de me serrer la main, mais c'est des incidents extrêmement isolés, parce que sinon, dans ces pays-là, vous me voyez en tenue de Rambo, arme à la main, en train de faire une démonstration de produits autour de dizaines d'hommes, tous gradés, plus gradés, mais qui sont attentifs et qui écoutent ce que je dis.
Voilà. Et ces personnes-là, quand je les forme et que je leur explique aussi qu'ils ont devant eux des produits issus d'un savoir-faire centenaire et que techniquement je maîtrise, bah, le sexe n'a pas d'importance en fait. Ils ne regardent pas le fait qu'ils aient une femme devant eux. Voilà. Ils regardent le fait qu'ils ont un produit qui est issu d'un savoir-faire familial centenaire. Donc oui, très, très important. Et y compris dans le monde de l'armurerie, c'est-à-dire donc nos clients armuriers et donc les utilisateurs apprécient beaucoup. C'est un monde de tradition. La chasse, le tir, c'est vraiment un monde où on se transmet des valeurs, des traditions, les armes du grand-père, de l'arrière-grand-père, etc. Donc le fait de savoir que l'entreprise qui leur vend des armes ou qui fait l'entretien, la réparation de leurs armes est issue de cette même tradition et en plus d'un savoir-faire français produit en France, oui, ça joue beaucoup. Ça joue beaucoup. Et pour moi, c'est pas marketing parce que je porte ce nom. Je n'ai pas envie d'être la génération qui fermera l'entreprise. J'ai envie d'être la génération qui transmette aussi, comme la conserverie de la Belle-Illoise, comme disait Caroline. Moi, c'est pareil. Je me considère être un point de passage. Voilà, je fais ce qu'il faut pour porter l'entreprise, là en l'occurrence la redresser, parce qu'elle a vraiment failli boire le bouillon, comme on dit. Mon idée, c'est vraiment de la porter au plus haut niveau que je puisse pour pouvoir la transmettre à quelqu'un qui sera encore meilleur que moi et qui pourra la porter encore plus haut. Donc, il y avait une question à laquelle tu as en partie répondu, Marina. Marina, que je connais. Dans le commerce international, avez-vous été confronté au cours des négociations à des blocages culturels? Alors, blocage culturel, non, mais ça, c'est dû à mon parcours personnel, puisque après le lycée, je suis partie en Afrique du Sud pour apprendre l'anglais, puisque je voulais être pilote de chasse, donc il fallait parler anglais. Et là, je me suis retrouvée dans un courbouillon de nationalités du monde entier qui venaient toutes là pour apprendre l'anglais. Donc, bien sûr, je n'avais pas d'Australiens, d'Américains ou d'Anglais, mais j'avais des Coréens, des gens du Kazakhstan, j'avais des Brésiliens, j'avais des Allemands, j'avais voilà, beaucoup de nationalités. Et je suis restée 1 an et demi en Afrique du Sud à être au contact avec ces gens-là. Et quand je suis partie aux États-Unis, avant de commencer mon école de commerce, j'ai refait une école d'anglais pour passer mon TOEFL. Et là, pareil, d'autres nationalités. Donc aujourd'hui, j'ai des amis vraiment dans le monde entier qui m'ont appris en fait leur culture. Et ça, moi, c'est quelque chose vraiment que je conseille. Je même vous dire, forcez-vous si vous n'osez pas le faire, mais partez à l'étranger un semestre ou après vos études, avant de commencer votre travail, allez dans une école d'anglais ou allez travailler dans un bar à Sydney, je ne sais pas quoi. Mais vous allez tellement vous enrichir de cette expérience, tant personnellement, mais même au niveau des langues et au niveau justement de l'apprentissage des cultures. Et si je suis capable de faire de l'export aujourd'hui de cette façon-là, clairement, ça vient de ces expériences-là. Et c'est même ces expériences qui ont fait que j'ai eu mes premiers boulots en tant que salarié, puisque les personnes que j'ai vues, donc mes recruteurs, ne regardaient que 2 choses, le fait que j'étais pilote et le fait que je parlais anglais et que donc j'avais appris à connaître les cultures du monde entier. Voilà. Et ça a été des expériences qui ont été vraiment déterminantes pour moi dans la vie. En plus, aujourd'hui, on ne fait plus rien sans anglais, pas seulement dans l'entrepreneuriat. Donc, c'est indispensable. C'est indispensable de faire ça. Donc, non, pas eu de difficulté pour l'instant avec les pays avec lesquels je travaille. Une question de Paul. Est-ce que l'entreprise s'interdit d'aller sur certains marchés par éthique ou par autre obligation? Absolument. Ouais, excellente question. Alors, il y a mon éthique, mais il y a aussi celle de notre pays. Puisque moi, quand je vends à l'étranger, donc des armes à feu, des munitions, des matériels de guerre, je dois demander une licence d'exportation. Cette licence d'exportation, pour l'obtenir, il faut qu'elle passe donc par les douanes, par le ministère des Affaires étrangères. Sur certains pays, ça passe même par le cabinet du Premier ministre. Et donc, quand ça me revient, si elle est validée, ça veut dire que déjà, l'État français est d'accord pour que je vende à ce pays-là. Voilà. Donc, de toute façon, je ne pourrais pas vendre à des pays comme l'Iran, l'Irak, par exemple. Ce ne serait pas possible. Ça, on va dire, c'est pour le point de vue administratif. Après, il y a mon éthique à moi, effectivement. Il y a des pays dans lesquels je ne souhaite pas vendre. Pour moi, il faut que ce soit des démocraties en place ou naissantes. Voilà, des pays qui font l'effort de se mettre en démocratie. On a tous vu ce qui s'est passé en 2011, le printemps arabe en Tunisie. Mouvement populaire qui se met en place pour réclamer une démocratie. Et la Tunisie est depuis un de mes plus gros clients, puisqu'ils n'utilisent que quasiment des armes et des munitions non létales.
Parce que pour eux, c'est d'envoyer un message à la population, de dire « Nous ne sommes pas là pour vous empêcher de vous exprimer, de manifester. On est là pour simplement faire en sorte que la sécurité soit maintenue et qu'il n'y ait pas de débordement. Donc, on s'équipe avec du non létal. » Je rappelle que non létal, ça ne veut pas dire que ça ne blesse pas, ça veut dire que ça ne tue pas. Donc, c'est un message qui est très fort. Donc, j'ai eu aucun souci à travailler avec un pays comme la Tunisie. Au contraire, c'est même un des pays, un de mes plus gros clients qui travaille le plus avec les produits non létaux. Voilà. Il y a d'autres pays que je pourrais citer où effectivement, en tant que femme, les pays où on pratique l'excision sur les jeunes filles ou ce genre de choses, il est clair que j'ai pas envie d'aller vendre dans ces pays-là. Voilà. Donc la Russie, les États-Unis, le Canada sont au même plan que l'Irak au niveau de la France ou l'Iran. Je ne pourrais pas obtenir des licences d'exportation pour ces pays-là. Pourquoi ? Mais pourquoi ? Bon, la Russie, je pense que je ne vais pas expliquer. Je crois que le contexte actuel suffit comprendre. Les États-Unis sont un pays où l'armement est très démocratisé, clairement. Mais les méthodes utilisées par les forces de police localement sont quand même ultra violentes. On a vu que ça a donné naissance quand même à certains mouvements. Donc, on considère que ce sont des méthodes qui sont très éloignées de celles qui sont les nôtres. Et enfin, quand je dis les nôtres, là je parle au nom du gouvernement, et qui considèrent que on n'a pas notre place à exporter des produits dans ces pays-là qui pourraient être mal utilisés. Voilà. Donc c'est pour ça que je n'aurai pas de licence pour travailler avec ces pays-là. Voilà. Et le Canada aussi. Et le Canada aussi. Alors pourquoi le Canada rentre dans le... Peut-être, je ne sais pas, peut-être que c'est par rapport à son rapprochement avec les États-Unis, à sa proximité plus que rapprochement. Mais effectivement, tout ce qui est Amérique du Nord est pour moi off-limit, comme on dit. Voilà. Bon, après, moi, ça ne m'embête pas particulièrement parce que c'est un marché qui est tellement gros, qui est tellement énorme que je n'aurai pas la structure commerciale ni la structure tout court de l'entreprise pour aller chercher un tel marché. Donc, je vais plutôt travailler avec des pays de taille moyenne. Voilà. Le Liban était un de mes clients principaux. Le Liban est actuellement dans une situation qui est très complexe économiquement, socialement, politiquement. Donc, temporairement, on a effectivement décidé avec mon agent de ralentir le travail qu'on faisait avec le Liban. Donc, clairement, on ne vend plus là-bas, le temps que, effectivement, les choses s'apaisent. Voilà. Donc, économiquement, ce n'est pas forcément une décision très intéressante, très intelligente, puisque je suis en train de dire que je vais arrêter de vendre dans un pays qui m'achète quand même pas mal de produits. Mais je suis en train de dire que, d'un point de vue éthique, je pense qu'il faut attendre que le pays s'apaise un peu, et il s'apaisera, je l'espère de tout mon cœur, avant qu'on puisse retravailler avec. Voilà. Dans cette période un peu charnière, tu ne voulais pas revenir et ton père t'a demandé de revenir. Tu lui as demandé comment il avait fait son choix parmi la fratrie et aussi dans la fratrie après, comment tu discutes avec tes frères et sœurs de tout ça. Alors c'est vrai que je lui ai jamais posé la question. C'est une discussion qu'on devrait peut-être avoir, mais les relations sont pas toujours simples quand on a deux personnes à fort caractère comme lui et moi. J'adore mon père, bien sûr, je l'aime de tout mon cœur, mais c'est pas des discussions qu'on arrive à avoir, ça. Donc, mais un jour, oui, potentiellement, je lui poserai la question parce que ça éveille ma curiosité. Et vis-à-vis de mes frères et sœurs, donc on est 5, je crois que simplement chacun a pris une voie différente. En fait, il y en a une qui fait de la recherche d'explosifs avec un chien sur les aéroports. J'en ai une autre qui est dans l'hôtellerie. Mon frère est en finance. Voilà, chacun en fait a pris une voie. Si j'avais pas repris, je crois qu'aucun des enfants n'aurait repris. Donc, vis-à-vis de mes frères et sœurs, ça n'a jamais été un sujet finalement. On n'a même jamais abordé le sujet. Voilà. Et quand il a été question de reprendre et de racheter l'entreprise, puisqu'aujourd'hui je suis la seule actionnaire de l'entreprise, je l'ai racheté à 100%. À aucun moment ça a été un sujet de discussion ou de discorde entre mes frères et sœurs et moi. Je suis juste la sœur qui a repris l'entreprise. Voilà. Donc ça facilite les choses. Beaucoup. Et est-ce que dans les grosses périodes de tension, tu demandais conseil à ton père ou il avait complètement coupé, lui, bien avant ton arrivée? C'est moi qui ai coupé. Puisque quand j'ai repris, autant j'ai jamais travaillé avec mon père, on n'a jamais été dans l'entreprise en même temps, mais lui est resté actionnaire. Donc quand même, il regardait un petit peu ce qui se passait, il venait régulièrement. Et souvent, c'était des visites qui n'étaient pas simples parce qu'on n'avait pas du tout la même façon de faire, la même façon de voir les choses.
Lui, comme on dirait, il était de l'ancienne école. En plus, c'est une entreprise qu'il a créée, donc forcément, c'est le fruit de nombreux sacrifices. Donc, il ne faudrait surtout pas que sa fille vienne cracher l'avion, quoi. Et d'ailleurs, il me l'a dit un jour, il m'a dit je ne sais pas encore si tu as le talent pour reprendre cette entreprise. Donc, ça ne met pas forcément en confiance. Et comme on s'opposait beaucoup sur les idées que je voulais mettre en place et qu'il m'imposait beaucoup de choses, à un moment donné, j'ai fini par lui dire, écoute, dans un bateau, il n'y a qu'un seul capitaine. Donc, soit c'est toi, soit c'est moi. Si tu veux reprendre, reprends, il n'y a pas de souci, je m'en vais. Mais si c'est moi qui reprends, tu me laisses faire et tu ne viens plus. Donc, c'est assez brutal. Mais là, il m'a dit, depuis le temps que j'attendais que tu me dises ça. C'était une parole non létale. C'était une parole non létale. Et donc, effectivement, il m'a fait confiance. Il est venu de moins en moins. Et quand moi, j'ai commencé à faire mon travail, donc janvier 2020, c'est vraiment là où j'ai commencé à, une fois que j'avais réglé tous les problèmes, on va dire, d'ordre financier, gestion de l'entreprise, c'est là où j'ai vraiment mis ma stratégie en place, où j'ai lancé beaucoup de choses, où j'ai modernisé, j'ai tout transformé. Le pauvre, il venait à l'atelier, il ne reconnaissait plus rien. Il se demandait où est mon marteau de l'année 1900, machin. Donc, heureusement, on n'a pas jeté le marteau. Mais il a fini par me dire qu'il était fier de ce que j'avais fait et qu'il était fier de voir cette transformation-là. Forcément, ça fait un peu mal au cœur quand on jette des vieilles machines, quand certains salariés s'en vont. Mais globalement, il a vu effectivement que je me plantais pas trop dans la direction que je prenais. Et ça s'est fait effectivement sans que je lui pose de questions. C'est très rare. Je peux parfois lui poser des questions d'ordre technique, puisqu'il est armurier et je ne le suis pas, ou des questions de l'ordre historique. On a eu un shérif de l'Ohio qui nous a écrit cette semaine. Non mais oui, mais avec une photo de munitions que je ne connaissais pas, mais sur laquelle était marqué SAPL. Donc là, allô papa, est-ce que tu sais ce que c'est? Wow, le souvenir. Et là, il me raconte tout l'historique de la munition, donc j'ai soigneusement traduit en anglais. Et le shérif en question était très content. Voilà. Donc oui, des questions techniques et des questions historiques, oui. Des questions gestion, économie, avenir, marketing, non, zéro. C'est une question de survie, là. Et ces entreprises familiales dans lesquelles frères et sœurs travaillent avec la mère ou le père par rapport à toi, est-ce qu'il y a une explication qu'on peut imaginer, même si c'est peut-être pas la bonne? Moi, j'admire les gens qui arrivent à travailler en famille. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais j'ai travaillé avec mon mari à l'époque dans l'entreprise. On l'a repris à 2 et ça s'est pas bien terminé puisqu'on s'est séparés. Donc, travailler en famille, je crois que c'est possible, mais il faut que chacun soit dans un département et ne vienne pas travailler avec trop de collaboration. Alors après, encore, ça dépend des liens qu'il y a entre la fratrie, les frères et sœurs, les oncles, les tantes, etc. Mais je sais que moi, aujourd'hui, je ne pourrais pas travailler avec mes frères et sœurs. Je ne travaillerai plus non plus en couple. Et si mes enfants doivent reprendre, je ferai en sorte, comme disait encore une fois Caroline de la conserverie de la Belle-Illoise, je ferai en sorte que ce soit préparé et que la transition dure le moins longtemps possible. Parce qu'effectivement, tant que l'ancienne génération côtoie la nouvelle génération, et je le vois chez d'autres entreprises familiales avec lesquelles je travaille, il y a des non-dits, il y a de très belles collaborations, il y a une belle confiance, ça c'est indéniable. C'est le gros avantage de travailler en entreprise familiale avec les membres de sa famille. Mais il y a parfois le conflit générationnel ou l'éducation. L'éducation qu'on a reçue, on a vu des parents qui se sont acharnés au travail pour lancer l'entreprise, qui ne prenaient pas de vacances, qui ne prenaient pas de rien du tout. Et moi-même, quand j'ai pris mes premières vacances, mon père m'a dit moi, à ton âge, je ne prenais pas de vacances. Donc, il y a une espèce de culpabilité qui se crée, donc, qui n'est pas simple. Et malheureusement, pour ma part, je pense que je suis incompatible avec le fait de travailler avec les gens du même sang. Ou même avec les amis, d'ailleurs. Parce que vous avez des amis qui ont des compétences. Ma hantise, c'est d'embaucher un ami, que ça se passe bien, mais que ça finisse par mal se passer et qu'on finisse par se fâcher. Voilà. Donc ça, je ne le ferai pas non plus. Voilà. Donc, quelle est leur méthode, quel est leur secret je crois que c'est vraiment propre à déjà quelles étaient leurs relations avant de travailler ensemble. Voilà. Et est-ce qu'on a bien fixé les rôles de chacun? Je crois que c'est important pour éviter qu'on vienne gratter ou marcher sur les plates-bandes de l'autre.
Et pour ce qui est des transitions, je crois qu'il faut que ce soit effectivement bien préparé et qu'il faut que les anciennes générations sachent dire à un moment donné, ça y est, je vais le laisser prendre son envol, je m'en vais, et potentiellement rester en soutien derrière, comme voilà, un besoin d'une question. Voilà, quand on se lance, on fait plein d'erreurs, hein, donc parfois on peut avoir besoin de poser des questions, mais on se lance plus facilement, la transition se passe mieux et plus rapidement si on sait faire la séparation rapidement. Voilà. Je ne suis pas forcément très bon conseil parce que là, du coup, je suis une boîte familiale qui dit je ne travaillerai plus en famille. Oui, malheureusement, c'est mon cas parce que nous, famille Lefebvre, on n'était pas capable de travailler ensemble, je pense. Trop de caractère fort, certainement. Pas assez préparé. J'ai pas eu de transition pour le coup. Moi, je suis arrivée là, mon père m'a pris en otage dans un garage en me disant s'il te plaît, reprends l'entreprise. Bon, d'accord. 2 mois plus tard, j'avais déménagé, j'étais arrivée près de l'entreprise, j'avais repris l'entreprise et sans aucune préparation. Voilà, donc je ne sais pas si on est un très bon exemple sur ce point-là. Tu m'as même parlé, sans rentrer trop dans les détails, qu'il y avait même la police qui était venue à un moment donné, mais donc oui, que c'était chargé, quoi. Oui, ça c'est effectivement, mais c'est plus lié à mon prédécesseur, puisque je rappelle qu'il y a eu une transition entre mon père et moi. J'ai eu un prédécesseur qui a fait une gestion un peu imprudente de l'entreprise. Et effectivement, ça a donné lieu, on est dans le milieu de l'armement, donc ça a donné lieu forcément à des perquisitions. Moi, à ce moment-là, j'étais pas dans l'entreprise, j'étais enceinte de mon 3e enfant, couchée au fond du lit parce que c'était une fin de grossesse. Et effectivement, perquisition, qu'on trouve ou qu'on trouve pas des choses, les gens se rappelleront juste qu'il y a eu une perquisition. Donc forcément, ça ne met pas en confiance les banquiers ou le milieu dans lequel vous travaillez, hein, tout simplement. Donc effectivement, quand j'ai commencé à reconquérir le milieu dans lequel je travaille, à me présenter, à me faire connaître, les gens mettaient beaucoup de distance au début en disant SAPL, de ce qu'on en entend, on va y aller, on va se méfier. Et donc petit à petit, il a fallu que je leur montre qu'effectivement SAPL, c'est comme une entreprise, c'est comme une banque, c'est pas un nom, c'est lié à la personne. C'est lié à la personne que vous rencontrez, et donc il a fallu que je me fasse connaître moi, qu'on apprenne vraiment à comprendre qui j'étais pour réapprendre à connaître SAPL. Voilà. Donc oui, effectivement, les entreprises, elles ont, c'est pas un long fleuve tranquille, comme on dit. Il y a des très bonnes choses, et malheureusement, quand on en hérite, on hérite aussi du mauvais. Voilà. Mais ces années-là, je les regrette pas, parce que la difficulté, elle a tellement été énorme. Donc, je rappelle, une entreprise en cessation de paiement, les banques qui vous lâchent, le RH qui ne va pas puisque les gens sont en guerre civile entre eux. Effectivement, il y a ces petites affaires, on va dire, sensibles, merci, qui sont là. Et elles arrivent toutes en même temps. C'est pas chacune leur tour, c'est vous prenez des shoots de tous les côtés. Et le fait de réussir à sortir de ça, déjà, soi, personnellement, on apprend beaucoup de soi. Il faut vraiment pas chercher à éviter la difficulté. Il faut rentrer dedans de tout son poids, de tout son corps, parce que c'est extrêmement formateur. Ce que vous allez apprendre là, on ne l'apprend pas en école de commerce. Les gens ne vous l'apprennent pas. C'est vous qui allez apprendre de vous-même comment vous allez réagir, comment vous allez supporter la pression, la créativité que vous allez avoir pour sortir de cette difficulté-là, et la force que vous aurez d'avoir subi toutes ces difficultés-là. Et moi, ça a duré 5 ans, tout ça. Donc 5 années où vraiment, plus d'une fois, j'ai eu envie de quitter. Ça, c'est clair, je le dis sans honte, je voulais abandonner. Et je n'ai pas abandonné. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai pas abandonné. Et oui, j'ai grandi comme jamais. Et la chef d'entreprise que je suis aujourd'hui, les 2 années là, d'extrême croissance que l'on a là, je ne les aurais certainement pas eues si je n'avais pas été dans cette difficulté-là de tout ce que j'ai vécu là. Donc, on apprend, moi je crois, qu'on apprend beaucoup plus de ses erreurs que des succès. On apprend dans les 2 cas, mais beaucoup plus des erreurs. Le secret, c'est de ne pas apprendre que de ses erreurs. Il ne faut pas faire que des erreurs pour pouvoir apprendre. Voilà. Alors, c'est les erreurs ou les difficultés, hein, bien sûr, hein, parce que tout n'était pas que des erreurs. Je rebondis en tant que prof, évidemment, parce que ça m'intéresse vivement quand tu dis ça ne s'apprend pas dans une école de commerce. Qu'est-ce que tu verrais comme enseignement amélioré, renouvelé,
pour finalement mieux préparer les étudiants des générations montantes ou non à ce genre de situation singulière? Qu'est-ce que tu verrais, toi? Donne des conseils aux profs. C'est dommage que je n'ai pas eu cette question-là parce que j'aurais pu te faire une liste infinie. Parce que déjà, je suis arrivée dans une entreprise sans savoir ce que c'était que l'impôt sur les sociétés, les cotisations patronales, salariales. Comment lit-on son bulletin de salaire? C'est très con, hein, mais on ne nous apprend pas à lire notre bulletin de salaire. Et moi, quand je suis devenue chef d'entreprise, je ne savais toujours pas lire mon bulletin de salaire. Donc ça, c'est des petites choses de base. Je crois que l'enseignement théorique est important. Je crois qu'on apprend beaucoup de stratégies. Moi, il y a certains livres que je garde comme des bibles de mes années d'université parce que voilà, elles m'accompagnent chaque jour. Mais je crois qu'on ne fait pas assez de cas pratiques, justement. L'entreprise familiale, la reprendre ou la racheter. Bon, moi, j'ai fait les deux. Je ne l'ai pas hérité, je l'ai racheté. Comment aller se vendre auprès des banques? Comment faire son business plan? Voilà, toutes ces petites choses-là qui sont en fait le quotidien. Mais je crois que c'est valable même pour nous, notre éducation en tant qu'individu. On ne nous apprend pas à remplir notre fiche d'impôt à l'école et je crois que c'est dommage parce que ça éviterait beaucoup de choses. Mais... Donc, je crois que cette éducation du quotidien, de ce qu'est l'entreprise, moi, à l'université, j'apprenais beaucoup comment gérer des entreprises comme Starbucks, comme Apple. Voilà, j'apprenais des théories qui sont très intéressantes, hein, bien sûr. J'apprenais à jouer en bourse avec les actions d'entreprise, les actions, les obligations. Oui, mais ça, c'est pas la réalité parce que le tissu économique français, il est composé à 80% de PME. 80%, je ne suis pas tout à fait certaine du ratio, mais en tout cas, on a beaucoup de PME et on ne nous apprend pas assez à gérer la PME avec ses différentes facettes. Est-ce que c'est une entreprise familiale? Est-ce que c'est une start-up? Voilà. Donc ça, je crois qu'il faut revenir aux fondamentaux de ce que c'est au quotidien qu'une PME, et je crois qu'il suffit simplement d'interroger les chefs d'entreprise, puisque moi, je fais partie d'un club qui s'appelle l'APM, Association Progrès Management, qui est en fait une école des chefs d'entreprise. Parce qu'on n'apprend pas à être chef d'entreprise. Et pourquoi est-ce qu'on n'apprendrait pas à être chef d'entreprise dans les écoles? Puisque finalement, d'être salarié, c'est bien, mais il y a beaucoup de cours qui nous emmènent vers le fait de devenir PDG. Alors pourquoi est-ce qu'on n'apprend pas à l'être? Voilà. Et ce club-là fait le constat, effectivement, que le chef d'entreprise est souvent seul, en haut de sa tour. Je ne veux pas dire la tour d'ivoire parce qu'on n'est pas là-haut seul avec arrogance, mais on est seul parce que c'est le métier qui veut ça. On ne peut pas partager nos difficultés avec nos salariés parce qu'on est là pour les rassurer. On n'a pas tous d'autres actionnaires. Moi, je n'ai pas d'actionnaire, je n'ai pas de directeur général, je n'ai pas de cofondateur avec moi. Je suis vraiment seule pour le coup. Mais bon, je m'en plains pas. Mais c'est vrai que de temps en temps, on aurait besoin d'apprendre certaines choses autrement que sur le tas, parce que ça coûterait moins cher, ou ça nous coûterait moins cher en sommeil aussi, ou en boule de stress dans le ventre. Voilà, quand on était proche de cette cessation de paiement, j'ai connu ce qu'est le vrai stress, parce que j'aurais emmené au fond du trou, donc j'aurais pas pu sauver l'entreprise, et j'aurais fait perdre 10 emplois à ce moment-là. Et donc ça, voilà, je ne l'ai pas appris non plus à l'école. Vous avez une entreprise qui est en difficulté, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que c'est que le tribunal de commerce? En quoi il peut vous aider? Qu'est-ce que c'est que la CCI? En quoi elle peut vous aider? Qu'est-ce que c'est que BPI France? Un fonds de fonds. C'est le seul qu'on ait en France. Voilà. Donc tout ça, voilà, revenir à des choses plus terre à terre, qui est la gestion courante de l'entreprise. Et donc, je parlais de l'APM, ces chefs d'entreprise-là, on fait tous le même constat, on vient là avec humilité, en disant, il y a des choses qu'on ignore, ou des fois, on est complètement perdu. Donc, on parle entre nous des difficultés de chacun, et là, c'est comme une espèce de brainstorming qui se met en place, et pourquoi tu ne ferais pas comme ci, et qu'est-ce que tu en penses? Bah tiens, moi, mon expérience, j'ai eu la même chose, voilà comment j'ai fait. Et une fois par mois, on a un expert, c'est pas un professeur, mais c'est un expert sur différentes thématiques. Ça peut être la géopolitique. Il n'y a pas longtemps, on a eu le métaverse. On a eu... qu'est-ce qu'on a eu là récemment Enfin voilà, c'est des thèmes extrêmement variés. On a eu l'apprentissage du vin. Pourquoi le vin? Parce qu'on se rend compte que souvent, il y a des difficultés qui se résolvent autour d'un bon repas. C'est valable dans le cas familial que comme dans le cas professionnel. Un contrat peut se signer autour d'une bonne table. Pas forcément une belle table, mais autour d'une bonne table. Sauf que si vous choisissez mal votre vin
et que ça fait que la bouffe, elle est dégueulasse à cause du mauvais vin, et ben, ça peut casser, en fait, l'esprit que vous venez de créer autour de cette table. Donc, c'est important, en fait, de bien comprendre aussi les vins. Voilà, c'est bête, mais ça en fait partie. Donc, pourquoi pas des cours d'œnologie en école de commerce. Mais voilà, et le fait d'interroger ces chefs d'entreprise-là, bah, de par les difficultés qu'ils ont eues, ou les difficultés qu'ils voient chez les nouveaux salariés qu'ils embauchent, qui sont censés avoir un diplôme Bac plus 4, Bac plus 5, mais qui ne savent pas faire le B à bas, bah, je pense qu'ils auraient beaucoup de suggestions sur justement comment on peut améliorer les cours, ou plutôt qu'est-ce qu'on peut apporter de plus aux cours qu'ont les étudiants en commerce, en management. Et justement, quand tu nous parlais de tes difficultés, du stress que tu vivais, de cette période très tendue, il y a des chercheurs qui se penchent là-dessus sur une certaine souffrance du chef d'entreprise, une certaine solitude, un certain stress. Toi, quelle petite clé tu pourrais donner pour passer au travers? Comment tu te ressourçais? Comment tu te détendais? Comment tu te protégeais? Ou comment tu vivais mal les choses? Ouais. Tu pourrais nous donner quelques conseils? Alors, déjà, je peux donner une réalité, c'est qu'il y a eu beaucoup de larmes de versées dans mon bureau. Voilà, je pense que je suis une personne qui est relativement forte, mais que c'était un moyen d'évacuation quand vraiment tout allait mal. Et la première chose que j'ai faite, c'est d'admettre qu'il y avait des choses que je ne savais pas. J'ai pas eu cette fierté de dire, il faut surtout pas que les gens se rendent compte que je ne sais pas faire telle ou telle chose. Et donc, je me suis entourée de gens de confiance. C'est une entreprise familiale. Donc, je pouvais hériter, et j'ai hérité de l'expert comptable de l'époque, j'ai hérité de l'avocat, j'ai hérité des différents conseillers, etc. J'ai viré tout le monde. Il n'y a que l'avocat que j'ai gardé, parce que j'avais vraiment un très bon lien avec lui, qu'il était récemment arrivé au niveau de l'entreprise. Donc, je me suis entourée, j'ai parlé avec des gens aussi. Donc, j'ai trouvé ceux qui avaient la compétence que je n'avais pas. Donc, soit en les embauchant ou soit en travaillant avec eux en partenariat. Donc, ça peut être des consultants, ça peut être des avocats, ça peut être vraiment plein de choses. J'ai beaucoup parlé avec des gens, chefs d'entreprise. Donc, l'APM, c'est vraiment ce qui a changé ma vie de chef d'entreprise. C'est un autre entrepreneur que je peux nommer, Didier Vrac, qui m'a dit, viens à l'APM, tu vas voir, c'est super. Il me l'a super bien vendu. Je serais capable de vous le revendre aujourd'hui, mais tel qu'il me l'a vendu. Et là, j'ai trouvé des gens, voilà, il y avait des assureurs, il y avait des experts en enroulement filamentaire de carbone, il y avait une expert comptable, il y avait quelqu'un qui est dans le commerce de céréales, il y a des gens qui sont équipementiers automobiles, voilà, des gens de tous horizons. Et le fait de parler de mes différents soucis avec eux, à chaque fois, ça m'a apporté des réponses ou une autre façon de voir les choses. Donc, il faut s'entourer et il ne faut surtout pas avoir la fierté de se dire qu'on y arrivera tout seul, parce que ce n'est pas vrai. Sincèrement, dans les entreprises vraiment en difficulté, on n'y arrive pas. Et même une entreprise qui va bien, qui est installée depuis longtemps, à un moment donné, elle peut avoir une stratégie qui s'essouffle. Et on est là-dedans depuis tellement longtemps que on peut perdre cet œil frais de se dire, et maintenant l'étape c'est quoi? Maintenant que j'ai fini mon plan stratégique fait il y a 5 ans, qu'est-ce que je vais faire demain? Voilà. Et le fait de discuter avec des gens, pas forcément dans le milieu de l'entrepreneuriat, mais qui peuvent être consommateurs, qui pratiquent le tir, par exemple dans mon cas, ça vous donne les idées de demain. Voilà. Et comment j'évacuais? D'abord en stand de tir. Parce que le stand de tir, finalement, pour tirer, pour toucher sa cible, il faut être extrêmement calme, il ne faut pas être nerveux et il faut travailler sur sa respiration. Donc, c'est une sorte de yoga. Voilà, sauf qu'on fait des trous. donc j'ai fait du tir et surtout, j'ai toujours considéré que mon travail ne passerait pas avant ma famille. J'ai trois garçons et voilà. Et donc, c'est moi qui les emmène le matin à l'école, c'est moi qui vais les chercher avec leur papa en alternance, mais c'est des choses simples, mais dont il ne faut pas se couper. 3 fois par semaine, je vais faire du sport. Je pars en vacances. Voilà. Des fois, quand je vois... c'est le milieu de la semaine, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. C'est le milieu de la semaine, rien ne va, on n'arrive plus à réfléchir, ça arrive, hein, des fois on est saturé. J'ai pris un billet d'Eurostar et je me suis barrée à Londres pendant 2 jours. Voilà, ça a duré 2 jours, mais je suis revenue, voilà, j'ai beaucoup marché, j'ai vu la ville, j'ai parlé anglais, donc j'ai pratiqué mon anglais encore, et je suis revenue, et c'est bon, les idées, elles étaient fraîches, et en plus, j'en ai même profité pour voir un potentiel agent commercial, donc pour ce pays-là.
Donc, ça a eu son avantage. Donc, il faut pas chercher à rester. Moi, j'en vois des chefs d'entreprise comme ça qui disent non, mais attends, je peux pas quitter mon poste. Qu'est-ce que les salariés vont penser si je prends des vacances, si je pars faire du golf en milieu de la semaine, eh ben fais-le. Va faire du golf au milieu de la semaine. Si ça te permet de revenir en ayant évacué le stress et de revenir avec un courant de pensée plus frais, bah, tu seras beaucoup plus performant. Et des fois, moi, si je ne fais pas ça, un travail que je ferais en 1 heure, je vais le faire en 3 heures parce que je sature complètement. Alors que le fait d'aller se rafraîchir un peu la tête, d'une façon ou d'une autre, hein, chacun sa came, comme on dirait, fait que voilà, on revient et très productif. Voilà. Donc ça, moi, ce sont mes secrets. Je ne sais pas s'ils sont applicables à tout le monde. Comme on dit, l'expérience est une lanterne qui n'éclaire que celui qui la porte. Donc, mon cas n'est pas forcément valable pour les autres, mais il faut trouver justement, je pense qu'il faut que chacun, chef d'entreprise, trouve un endroit, une chose qui lui permette d'évacuer. Parce qu'à vouloir être trop la figure du chef d'entreprise parfait, bah, c'est ce qu'on voit des chefs d'entreprise qui sont dépressifs, qui vendent leur boîte plutôt que ce qu'ils avaient prévu, qui font des burn-out. Voilà. Donc, le chef d'entreprise, il est comme le salarié, il peut faire un burn-out. Ouais. Par rapport à ce titre que tu m'avais suggéré, hein, en plaisantant, en plaisantant, si on le rappelle, c'est « Ce sauvetage était impossible, heureusement je l'ignorais ». T'es passé au travers. Ouais. Maintenant, si tu savais tout ce que tu allais vivre, est-ce que tu reprendrais l'entreprise familiale? Je suis sortie tellement plus forte de ces années de difficultés, 5 ans à... Ouais, j'en suis sortie tellement plus forte et je suis tellement heureuse de la personne que je suis devenue grâce à ça, que oui, je pense que je le referai, mais alors je traînerai des pieds pour les premières années, parce que là, maintenant, vraiment, je m'éclate dans mon boulot, je m'éclate dans le développement de la boîte, je m'éclate dans le fait de recruter des gens qui n'ont pas le profil pour être là, si on regarde les critères de base, mais qui en fait rendent le job encore meilleur, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à faire une croissance folle comme ça. Donc ouais, je traînerai des pieds à l'idée de devoir refaire ces 5 années-là. Il y a peut-être des choses que je ferais différemment. J'aurais beaucoup plus confiance en moi, parce que c'est vrai que je ne me sentais pas capable. J'étais jeune, donc je n'avais pas du tout confiance en moi, déjà de base. Mais alors, dans un rôle de chef d'entreprise, quand vous êtes censé guider les gens qui, en plus, sont beaucoup plus âgés que vous et qui vous connaissent pour certains depuis que vous êtes toute petite, c'est pas simple. Donc, il y a certains de mes cours à l'université pour lesquels j'aurais plus d'attention, parce que je pense que ça aurait pu m'aider aussi. Mais ouais, si, je pense que je le referai. Parce que ce qui m'éclate aussi aujourd'hui, c'est de créer l'entreprise dont je rêvais à l'époque où j'étais salariée. Et en ça, on fait des choses super avec l'équipe, dans le boulot, mais même en dehors du boulot. Par exemple, avant de partir en vacances, on fait souvent un déjeuner. Et le dernier déjeuner, une partie de l'équipe jouait au Time's Up et l'autre était en train de tirer au fusil à pompe juste à côté. Donc ça, c'est assez rigolo. Et une fois par an, j'essaye d'instaurer, de les emmener voir une autre entreprise. Alors, des entreprises qui sont bien meilleures que nous, ou qui potentiellement peuvent être, qui sont, on va dire, sur le chemin de la progression, pour que ça leur permette de voir vers quoi on pourrait tendre. Dans le même secteur ou dans des Pas forcément. Une entreprise dans l'industrie, qu'on fasse des boulons ou qu'on fasse de l'armement, finalement, on a tous les mêmes problématiques, on a les mêmes bécanes, les mêmes machines, on a des opérateurs de production, on a des gars de la maintenance, on a des régleurs, voilà, on a tout ça. Donc, c'est pas forcément dans le même secteur, mais montrer que voilà, on peut s'améliorer, ou au contraire qu'on n'est pas si mal. Voilà, parce que des fois, beaucoup disaient au début, l'herbe est certainement plus verte qu'ailleurs. Et quand on va voir des entreprises qui sont vraiment sur le chemin de la progression, on se dit, ouais, finalement, elles s'appellent, c'est pas mal. Donc, j'essaye de créer ces choses-là avec mon équipe et d'avoir aussi une bienveillance. J'ai été mère donc, de très jeunes enfants. Et donc, on a tous cette peur d'avoir le coup de fil de l'école un mercredi ou un mardi, enfin bref, en plein milieu de la semaine, en plein milieu de la journée, à 14h, qui disent « Venez chercher votre enfant ». Donc, si moi, j'ai cette crainte-là, forcément, mes salariés qui sont parents, ont cette crainte-là aussi. Et qui sachent qu'à tout moment, s'ils reçoivent ce coup de fil, ils peuvent aller chercher leurs enfants, que je leur fais confiance, je ne vais pas aller calculer les heures et que je sais qu'ils les rattraperont d'une façon ou d'une autre, bah, eux, ça les tranquillise. Ils sont beaucoup plus productifs aussi.
et ils n'ont pas envie d'abandonner ça pour une autre boîte qui viendrait les chercher. Voilà. Donc, j'essaye de créer ce cadre vraiment de, pas l'entreprise parfaite parce qu'on n'y arrivera pas, mais une entreprise où il fait bon vivre et où il fait bon travailler. Voilà. Et peut-être dernière question, tu la peaufines, tu l'as cette idée ou cette image de SAPL dans 10 ans? J'ai toujours détesté quand les banquiers me disaient « Où sera votre entreprise dans 5 ans et dans 10 ans ?» On n'en sait strictement rien. Sincèrement, on fait un plan, mais parce qu'on doit le faire, et il faut le faire. Mais je dirais que ce plan-là, vous êtes beaucoup à court terme et à moyen terme. Mais quand on arrive au bout du plan des 5 ans, on n'est pas du tout là où on avait planifié de l'être. Donc, il faut se laisser avoir cette surprise. Donc, je dirais que moi, je fais ce plan court et moyen terme avec un espoir sur le long terme. Mais je me laisse surprendre sur ce que ça pourrait être, d'autant qu'il y a des opportunités qui arrivent. Ce sont des opportunités, donc on ne se doutait pas qu'elles arriveraient. Et pour autant, elles viennent complètement remettre en cause une partie de votre business plan. Donc voilà, il faut se laisser surprendre, il faut avoir des espoirs, mais accepter que potentiellement le chemin va changer. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'à chaque opportunité, on soit en train de partir à droite à gauche, parce que finalement, ça revient à la même chose que de ne pas avoir de plan tout court. Certaines opportunités peuvent être mises en application immédiatement ou sur le moyen terme, et d'autres devront attendre que l'entreprise soit plus forte, plus structurée, ou qu'elle ait cet investissement-là, etc., pour pouvoir le faire. Donc, il ne faut pas jeter l'opportunité, mais il ne faut pas forcément se jeter dessus avant maturité. Donc, où je me vois dans 5 ans, oui, j'ai une petite idée de ce que je voudrais faire, mais déjà que j'arrive à faire ce que j'ai prévu sur les 2-3 prochaines années, ce sera déjà pas mal. Et beaucoup de gens me disent « bravo de ce que tu as fait ». Je dis « ouais, vous me direz bravo si dans 10 ans, l'entreprise, elle est toujours là ». Parce que c'est un combat de chaque instant. Même quand on croit qu'il est gagné, il peut toujours se passer un événement, gilet jaune, pandémie, Ukraine. Voilà, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Donc, c'est une guerre de tous les instants où il faut rester en constante vigilance. Et c'est là qu'on rebondit sur ce qu'on disait tout à l'heure. Avoir un club comme l'APM pour les chefs d'entreprise, pour pouvoir lâcher du lest et continuer à apprendre, et avoir des moments pour soi, pour souffler un peu, ou avoir une équipe du tonnerre, parce que quand le Covid arrive et que vous ne pouvez pas être dans l'entreprise non-stop, il faut qu'eux, ils aient confiance en eux pour pouvoir prendre le relais pendant que vous n'êtes pas là. Voilà. Donc le plan, c'est qu'il n'y a pas de plan. Bon, excellent, peut-être excellente conclusion. Et puis, merci beaucoup au nom de l'ESCA et en mon nom, au nom de l'Institut des entreprises familiales. Et puis, j'ai envie de souhaiter le meilleur à Émilie. Je suis persuadé qu'on va entendre encore parler de SAPL. Donc, bonne soirée, au plaisir, et puis à bientôt. Merci au revoir. beaucoup, au revoir. Au revoir.